La suite de la matinée va nous permettre d'écouter Evelyne. Evelyne qui est la présidente donc de l'association et qui va nous rappeler justement ce que ce concours propose donc aux collégiens et lycéens de l'ensemble de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, à toi Evelyne. Merci Jean. Alors bienvenue à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui aussi et qui vont nous écouter après coup. Je sais que vous auriez bien aimé vous connecter plus nombreux et que là j'ai un problème, excusez-moi. Hop, tac, voilà. Excusez-moi, j'avais un petit film qui avait commencé à côté. Donc pour nous c'est un petit plaisir à chaque fois de vous retrouver, de nous retrouver entre nous aussi puisque nous sommes une association, l'association de cristallographie de Marseille, et à chaque fois qu'on fait quelque chose avec vous, collégiens, lycéens, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, d'échanger et de parler du petit bonheur de faire de la science autour de la cristallographie. Donc, on vous propose pour la 5e année un concours régional académique de croissance cristalline, concours qui est amené par l'association, association qui est composée d'un grand nombre d'universitaires, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'ingénieurs, et on travaille avec le rectorat, d'où le fait que Jean et Delphine soient là aujourd'hui avec nous. Et puis c'est la région qui finance notre action. Donc cette année, ce sont les Jeux Olympiques au mois de juin. Donc on a décidé d'orienter les choses là-dessus. Et comme à Marseille, on a les Jeux Olympiques et la mer, eh bien on s'est dit que finalement le sel qui était le plus approprié serait le sel de mer, le sel marin, NaCl, le sel de cuisine. Et nous avons vu aussi que dans la mer, il y a beaucoup d'autres types de cristallisation, et notamment la biocristallisation que nous a montré Olivier Grosby juste avant. Donc la cristallisation est partout autour de nous, et dans de nombreux domaines en tout cas, et c'est un peu ce que nous allons voir pendant ma présentation. Je vais vous montrer la cristallographie au quotidien, ce qui nous touche tout le temps. Et qu'est-ce que c'est que la cristallographie d'abord exactement? Puis après, je vous parlerai plus précisément du concours et je vous dirai quelles sont les règles de ce concours. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à nous dire ce que vous avez envie de faire. On est curieux d'entendre. Et puis enfin, je vous présenterai l'association en elle-même et surtout comment les personnes vont intervenir auprès de vous. Donc, tout à l'heure, Olivier Grosby, il a dit finalement pour faire des cristaux, on peut empiler, on peut considérer qu'on fait un empilement de briques. Et vous voyez que si on prend une brique, une forme, on peut envisager plusieurs façons de les empiler. Et on n'aura pas forcément le même motif à la sortie. Donc une brique, plusieurs empilements. Et finalement, si on parle avec des scientifiques, avec des cristallographes, ils vont nous dire que les atomes, les molécules peuvent aussi s'empiler. Et du coup, ça veut dire que si on a une forme initiale au départ, il va falloir continuer à respecter cette forme. Et finalement, elle va grossir et devenir de plus en plus grande pour former un caillou, une pierre, quelque chose de beaucoup plus grand et qui aura la forme initiale du petit germe, c'est-à-dire un peu comme si on avait pris un ensemble de briques ici. Eh bien, on est sûr qu'à la fin, on aura toujours le même motif qui réapparaît. Là, c'est la même chose avec des atomes. Alors, comment est-ce qu'on en est sûr? C'est grâce à la diffraction des rayons X, c'est-à-dire que au départ, ce sont des personnes dans les années 1910-1914, plus exactement, qui ont décidé d'éclairer un monocristal de sulfate de cuivre avec des rayons X et qui ont obtenu un pattern de diffraction, une image, un cliché de diffraction ici. Et les points sur ce cliché dépendent directement de la structure interne du matériau. Et donc tout ça, c'est ce qui forme la cristallographie, c'est-à-dire la connaissance, l'étude des matériaux cristallins qui sont formés par des empilements avec des réseaux bien spécifiques. En tout, il y a 7 types de réseaux que l'on peut faire
dans la nature et qui peuvent se répéter, mais par contre qui vont donner des formes accessibles, différentes, visuellement parlant, en macroscopique. Donc ça veut dire que on peut jouer avec les croissances des cristaux pour obtenir des formes un peu différentes, malgré le fait qu'on a des briques initiales équivalentes. Alors les cristaux sont partout. Les cristaux sont partout dans la nature, dans les matériaux du quotidien, et puis même autour de nous pour la santé. Et donc, il y a un fort intérêt d'étudier l'ensemble, les structures et la croissance de ces matériaux. Donc là, vous voyez par exemple la croissance d'un monocristal de silicium qui est utilisé ensuite découpé comme wafer pour pouvoir fabriquer. Donc, ce sont des espèces de galettes de silicium monocristallin sur lesquelles ensuite on fait des croissances d'autres matériaux pour pouvoir réaliser des transistors ou qui sont utilisés ensuite en microélectronique pour les téléphones portables, les ordinateurs et des choses comme ça. Donc vous voyez que dans notre quotidien vraiment permanent, on a tout le temps des choses qui traitent de cristallographie autour de nous. Donc le SARS-CoV-2 par exemple, l'étude qui a été faite autour du virus est une étude qui porte sur la cristallographie, puisque les choses qui sont là autour du virus géant sont des macromolécules, des enzymes qui sont agglomérées, et en fait la structure de ces enzymes ici a été déterminée par cristallographie. Et donc l'ensemble des propriétés des protéines ou des macromolécules en biologie peuvent être étudiées grâce à la cristallographie. On peut aussi travailler sur les médicaments que l'on peut prendre, donc la façon dont le médicament va croître, la forme que va emprunter le cristal, va jouer sur l'efficacité du médicament. Il est donc très important de connaître la bonne façon de faire croître le cristal pour pouvoir avoir la bonne conformation de la molécule pour qu'elle soit active ou non. Et puis après, on peut jouer. On peut jouer et faire utiliser le cristal comme objet d'émerveillement. Et donc faire des œuvres d'art et utiliser la beauté cristalline parce que effectivement, lorsqu'on regarde un cristal croître, c'est une source d'émerveillement, toujours. J'espère que vous pourrez vous en rendre compte vraiment cette année. Donc, vous allez vous émerveiller autour du sel de cuisine. Comment est-ce qu'on peut passer de ce sel de cuisine à un cristal de ce type-là qui est complètement transparent, qui est parfaitement cubique? Eh bien, c'est à vous de nous répondre à la fin de l'année. J'espère que vous arriverez à nous expliquer comment vous y êtes arrivé. Et puis, peut-être que vous pourrez jouer avec ça pour faire d'autres formes, pourquoi pas bidimensionnelles, suivant ce que vous allez utiliser comme matière. Peut-être que vous allez obtenir des choses différentes et c'est à vous de jouer avec ça, avec la cristallisation. Alors, ça reste de la science, donc pour pouvoir savoir comment jouer, il va falloir que vous fassiez une petite recherche bibliographique. Évidemment, vous aurez des personnes pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, mais pour ça, il faut d'abord que vous ayez des questions. Et donc, pour pouvoir vous poser des questions, il faut que vous fassiez une petite recherche bibliographique. Vous allez voir que vous allez pouvoir tomber sur des articles qui traitent à la fois de mathématiques, de chimie, de physique, de biologie, de géophysique, comme on a vu, ou de géologie, comme on a vu ce matin. Bref, la cristallographie touche toutes les disciplines. Et dans le cas de la croissance du sel de cuisine, il se trouve qu'on est sur un matériau qui est de forme cubique. Et donc, vous allez peut-être pouvoir trouver la densité de ce matériau suivant la forme qu'il prend. Et ça peut être très intéressant d'essayer de faire croître ça. Alors, le sel de cuisine, NaCl, le chlorure de sodium, vous le connaissez comme exhausteur de goût. C'est essentiellement ça que vous utilisez au quotidien. Mais pour autant, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire de la conservation alimentaire,
lorsque vous faites des citrons en saumure ou des choses qui sont conservées dans du sel, comme je sais pas moi la morue par exemple, ou le saucisson. Voilà. Donc on peut avoir différents types de conservation alimentaire qui est apportée par le sel. Vous connaissez aussi le salage des routes. Pourquoi? Parce que la température à laquelle l'eau va cristalliser va être plus basse si on rajoute du sel. Et donc du coup, c'est important de mettre du sel pour faire en sorte que les routes ne soient pas gelées. On peut aussi utiliser le sel de cuisine, le chlorure de sodium, comme sel régénérant. Alors là, il est généralement très purifié, il est à 99,8% de NaCl, alors que le sel de cuisine, souvent, il y a quelques petits additifs dedans, il y a de l'iode, des choses comme ça. Voilà. Et après, on peut aussi utiliser le sel pour faire de l'extraction d'huile. Et surtout, le sel est de partout dans notre corps, on en a besoin. Le sodium, en fait, du sel joue un rôle important dans la neurotransmission en particulier, et pour tout ce qui est électrophysiologie cardiaque, dans le métabolisme rénal aussi. C'est une solution isotonique, ça veut dire que elle permet de maintenir l'eau à l'intérieur des cellules, en fait. Et finalement, ça permet de garder un corps hydraté. C'est bien pour ça qu'on utilise du sel pour faire des sérums physiologiques pour nettoyer les nez de bébé, par exemple, hein, et pas que. Ouais. Donc, pour faire pousser un cristal, bien, vous allez commencer par faire un germe de cristallisation. Vous allez, tout à l'heure, Olivier Gobi parlait de sel fondu. Sel fondu, ça veut dire qu'on est saturé, complètement saturé en solution saline. Alors que là, vous allez partir d'une solution où vous êtes juste à la saturation dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez vous mettre avec le taux de solubilité de sel maximal dans une certaine quantité d'eau, donc ça, il faut que vous le trouviez. Puis après, vous allez faire cristalliser ça lentement. Vous allez obtenir au fond de votre bécher ou de votre boîte de pétri quelques petits germes. Et là, vous allez pouvoir aller en récupérer un. Vous allez déjà observer la forme qu'il a et vérifier que cette forme est bien cubique. Parce que moi, je vous dis que c'est cubique, mais peut-être que je me trompe. Et là, j'aimerais bien que vous regardiez. Et donc, allez voir si cette forme est bien cubique. Une fois que vous allez récupérer ce germe, vous allez pouvoir le faire croître. Pour le faire croître, il va falloir apporter de la matière. Si vous vous retrouvez dans une eau dans laquelle la concentration en sel est inférieure à la solubilité, eh bien, ça veut dire que votre germe va se dissoudre. Donc, il va falloir vous retrouver au-dessus de la solubilité. Mais évidemment, lorsque votre germe va croître, l'eau qui va être autour risque de se retrouver en dessous de la solubilité. Donc, il va falloir lui ramener de la matière pour continuer à faire croître votre cristal et avoir toujours un cube qui grossit et non pas qui disparaît. Parce que, effectivement, le risque dans ce genre d'expérience, c'est de se retrouver en dessous de la courbe de solubilité et à ce moment-là de perdre le cristal. Plusieurs participants au concours précédent ont été assez désespérés par ces pertes de cristaux, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous arrivera pas ou que vous le réutiliserez pour l'utiliser de façon artistique éventuellement à ce moment-là. Donc, cette année, effectivement, les critères pour le concours, c'est réaliser une œuvre d'art en mettant en œuvre un procédé de cristallisation. À vous de choisir ce procédé, comment vous allez faire, comment vous allez faire croître le sel. Est-ce que vous voulez qu'il croisse en couche bidimensionnelle? Est-ce que vous préférez le faire croître pour former un gros cristal cubique? Est-ce que vous voulez faire une structure avec différents cristaux? Bref, c'est à vous de choisir. Obtenir un gros cristal, pourquoi pas, mais pas que. En gros, vous devez chercher des formes, des propriétés physiques et surtout des propriétés visuelles à vos systèmes pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir réaliser une œuvre d'art. Vous allez recevoir bientôt une quantité de sel de chlorure de sodium.
Alors, je pense aux alentours du kilo. Je crois cette année, on va pouvoir faire ça à peu près, peut-être moins. On n'a pas encore décidé exactement. Il va falloir les envoyer. 1 kilo, ça fait beaucoup. Donc, peut-être 500 grammes. On n'a pas encore vraiment décidé. Mais vous allez tous recevoir la même quantité de sel. Vous allez pouvoir vous entraîner à faire croître votre sel. Évidemment, vous pourrez en utiliser à côté. Le sel, je sais que vous en avez dans les établissements. Mais pour l'œuvre d'art, vous devrez utiliser la quantité de sel que on vous a envoyé, et pas plus. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec des œuvres énormissimes, et c'est pas l'idée. L'idée, elle est d'essayer de faire un truc avec la même quantité de sel pour tous. Donc vous allez ensuite rechercher des protocoles sur Internet, à la bibliothèque. Vous pourrez poser des questions, comme je vous disais, à vos professeurs et aux personnes qui vont vous suivre tout au long de l'année. Et vous allez développer une démarche aussi bien artistique qu'expérimentale et scientifique. On va pouvoir échanger tout au long de l'année, c'est-à-dire que nous sommes dans l'association une vingtaine de personnes à être impliquées, ou un peu plus, à être impliquées pour le concours. Nous sommes vos parrains et vos marraines. Et donc, vous avez par classe un parrain et une marraine. Et donc, ces parrains et ces marraines seront là pour répondre à vos questions. Et vous aurez plusieurs mois pour faire et refaire, et du coup, proposer autant de questions que ce que vous voulez à votre parrain ou marraine. Donc, je répète un peu les règles. On vous envoie N grammes de sel. Vous avez le droit d'utiliser d'autres composés, d'autres supports, tout ce que vous voulez. En revanche, vous devrez nous montrer à la fin que la masse de sel envoyé et la masse des additifs que vous avez utilisés n'est pas dépassée. C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé plus de sel que prévu. En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous devrez manipuler avec des lunettes et des gants, des blouses, etc., malgré le fait qu'il s'agit de sel de cuisine, parce que vous faites de la chimie et donc vous prenez tout de suite l'habitude d'utiliser les règles élémentaires du chimiste. On vous enverra d'ailleurs une fiche de sécurité pour vous montrer que le sel peut être dangereux s'il est ingéré en grande quantité en fait. Donc c'est toujours pareil. Il vaut mieux connaître les risques au départ. Lorsque l'œuvre sera réalisée, vous allez devoir préparer une présentation artistique et scientifique pour expliquer votre démarche. Alors l'année dernière, et je pense qu'on va faire pareil cette année, nous avions demandé à tous les établissements de réaliser un petit film de 5 minutes pour expliquer leur démarche dans les deux sens. Alors on n'est pas obligé d'avoir une œuvre qui est un film, on peut avoir une œuvre qui est un tableau, mais l'idée c'est d'expliquer à travers un film quelle a été la démarche choisie pendant l'année. Le jour de la clôture du concours sera décidé très prochainement. En fait, ça va dépendre du lieu dans lequel on sera. On est en train de voir si on peut pas essayer de l'organiser à l'hôtel de région. Et on le fera sans doute un mercredi ou voilà, ça dépendra si vos enseignants peuvent se déplacer ou pas avec vous sur cette année qui est un peu particulière. Donc voilà, je sais qu'il risque d'y avoir un peu des changements par rapport aux années précédentes. Il va falloir qu'on essaye de prévoir ça assez vite, justement pour être sûr que vous puissiez venir. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va essayer de prévoir un seul lieu et un lieu le plus grand possible pour pouvoir tous vous accueillir ensemble. Voilà, l'année dernière, on avait dû faire sur 2 lieux même qui étaient proches, mais quand même, vous étiez pas tous ensemble. Et ça, cette année, on a envie de faire en sorte que ça puisse se faire. Voilà. Si vous pouvez pas venir, évidemment, vous pourrez nous envoyer votre œuvre d'art. Il faudra l'envoyer un petit peu en amont pour ceux qui concernent le film. Mais par contre, si vous voulez nous envoyer votre structure, vous pourrez passer par vos parrains et marraines pour pouvoir les avoir sur place le jour de la clôture du concours. Alors voilà, qui sont vos scientifiques parrains? Alors là, j'en ai mis 3 au hasard. Je leur ai pas posé la question, on va dire. Donc ils sont un peu surpris. Donc on a Marine, par exemple, ici, qui est ingénieure pour le moment en physique, mais elle va bientôt devenir thésarde, donc elle va bientôt changer de statut, mais elle restera en
Ici, nous avons Nicolas Martin, qui est chimiste et enseignant-chercheur. Là, Elsa Garcin, qui est chercheuse et biologiste. Et en fait, vos parrains et marraines, ici, vous avez 3 exemples. Vos parrains et marraines sont tous des gens de l'association qui vont être soit ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, thésards, mais qui peuvent être dans les différents domaines de la cristallographie. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'utilise ce schéma qui est assez rigolo parce que on a tous des provenances et des disciplines différentes, et pourtant, on aime travailler ensemble. Et cette association a été créée en 2013, juste avant l'année internationale de la cristallographie. Vous pourrez trouver notre site ici. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous le montrer directement, puisque j'ai la main normalement. Hop, autoriser. Et là, vous devez voir, je pense, le site de la CAM. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon ou pas? C'est parfait. Voilà, donc là, sur le site de la CAM, vous voyez que le concours est annoncé. Vous avez accès à des renseignements, notamment notre exposition. Si vous avez envie d'avoir notre exposition dans l'année, là, je m'adresse surtout aux enseignants. Surtout, n'hésitez pas. On peut vous la faire passer. On a des ateliers. On a des maquettes. Vous pourrez voir ici l'ensemble des concours qui ont été réalisés précédemment et les actions que nous menons en général. Vous pourrez aussi trouver quelques articles scientifiques vulgarisés et puis avoir une galerie d'images éventuellement par rapport à tout ce qui a été produit jusqu'à présent. Donc je vous laisse découvrir ce site qui est riche d'informations et qui vous permettra, je pense, de mieux de mieux nous connaître. Voilà. Alors, comment vont se faire les interventions de vos parrains et de vos marraines? Elles sont libres selon l'intervenant et selon vos desiderata, selon les desiderata des enseignants et de vous, élèves, évidemment. C'est-à-dire que si vous avez absolument envie d'avoir un atelier que vous avez repéré sur le site, eh bien, vous le demandez à votre parrain ou à votre marraine. A priori, on y a accès tous et donc on essaiera de faire en sorte de répondre à vos envies et à vos attentes. La plupart du temps, nous essayons de faire au moins la présentation de nos métiers, d'assurer une discussion, des débats avec vous sur justement ces métiers et ce que ça peut amener, quel travail nous faisons et quel lien il peut y avoir avec la société, par exemple. Ça peut être ce genre de discussion. Ça peut être aussi autour de justement l'œuvre d'art que vous avez produite. Est-ce que ça représente réellement une œuvre d'art? Il peut y avoir discussion autour de ça. Et puis, je connais beaucoup de chercheurs dans l'association qui aiment faire visiter leur laboratoire. Si vous êtes un petit groupe, c'est des choses qui peuvent s'envisager. Et puis, d'autres personnes aussi qui sont enseignants-chercheurs, qui travaillent avec des groupes d'étudiants. Et bien à ce moment-là, on pourrait envisager de faire une rencontre entre votre classe, par exemple, et le groupe d'étudiants de l'enseignant-chercheur. Bref, toutes ces interventions sont parfaitement libres. Elles dépendent de vous, de l'enseignant et de l'intervenant, de votre parrain et marraine, avec qui vous devrez vous mettre d'accord sur les choses à faire exactement dans l'année, sachant que l'idée c'est qu'il intervienne une fois et qu'après le reste de l'année, ce soit surtout des échanges par mail, sachant qu'il y a la clôture où une grande partie des parrains et marraines participent. Alors, les lauréats de l'an passé, ici je me suis permise de prendre l'image de notre chaîne YouTube sur laquelle je vais tout de suite aller. Donc là, on voit les 3 lycées qui ont gagné, les 4 lycées qui ont gagné avec le premier prix qui a été décerné au lycée d'Aulnier, le deuxième prix au lycée Saint-Charles et le troisième prix au lycée de la Nativité. Et le prix public avait été décerné au lycée Amiral de Grasse. L'année dernière, pour les collèges, c'est le collège Pierre Gassendi qui a gagné. Le Pierre Gassendi se trouve à Roquebaron, voilà, dans le Var. Après, nous avons le collège Marcel Massot qui lui se trouve à la Motte du Caire, derrière Sisteron.
Nous avons le collège du Pays de Sorgue qui a gagné en 3e position. Donc là, c'est dans le Vaucluse. Et enfin, pas loin de Marseille, le collège Pesquet qui a eu le prix public. Donc vous voyez que on a des établissements absolument de partout dans la région. Et vous êtes nombreux, donc la compétition est importante. Je me permets maintenant d'aller vous montrer les 2 premiers films que vous voyez ici, juste pour que vous vous rendiez compte du type d'œuvres qui ont été réalisées l'année dernière. Alors, on commence par le lycée Daumier. Donc là, je vous montre une image d'une partie de leur triptyque. Ils ont fait un poème qu'ils ont réalisé et ils ont fait un triptyque sur lequel ils ont fait, vous voyez, des croissances cristallines différentes en fonction de l'endroit, de ce qu'ils voulaient représenter en fait. Donc là, ils ont fait un oiseau de fer et puis ils ont expliqué toute leur démarche au fur et à mesure. Ici aussi un autre tableau et enfin un 3e tableau qui représente la renaissance de la Terre. Donc vous aurez compris que l'idée c'est la mort de la Terre à cause de l'homme et puis sa renaissance. Et ici, il voit la croissance du cristal sous microscope. Là, il y a de nombreux autres établissements qui l'ont fait. Et vous voyez que lorsqu'on regarde au microscope polarisant la croissance d'un cristal, on peut voir tout de suite que, comme c'est le même cristal de partout, s'il y a des différences de couleur ici, c'est que l'épaisseur n'est pas la même. Et donc, on pourrait même revenir à l'épaisseur éventuellement en fonction de la position sur le film. Et ils ont réalisé aussi une petite expérience d'optique pour aller visualiser, ces cristaux une fois qu'ils ont cru. Alors ça, c'était pour les lycées. Maintenant, je vais vous montrer le collège qui a gagné le premier prix. Alors là, ils ont beaucoup joué sur le côté science, c'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu entre le mot cristal et le mot cristallin. Donc, ils ont représenté un œil et ils se sont servis de cet œil pour voir comment l'image se forme au fond d'une rétine. Je ne sais pas si vous entendez le son. Voilà. Non, il y a plus de son, Evelyne. Ah, il n'y a plus de son, voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai bien l'impression que j'avais. Donc normalement, il y a un cœur qui bat là, qui montre le rythme un petit peu. Et donc je vous montre un petit peu. Une fois qu'ils ont eu fini leur mot cristallin, ils se sont servis de ce cristallin pour aller illustrer chaque élément du tableau de Mendeleïev. Bon voilà, donc ça c'est des exemples de... Je vais arrêter le partage maintenant. Voilà, ce sont des exemples de ce qui peut être réalisé. Donc là, je vous ai mis les liens, vous pourrez aller les voir directement. En art et sciences ou en sciences et art, parce que là, vous voyez que très clairement, il y a tout qui est mis en avant. Et je pense que Joseph et Gabriel, qui vont intervenir derrière moi, sont les artistes qui vont vous donner les clés d'une présentation d'une œuvre artistique, en fait. Nous, c'est vrai que vos parrains et marraines, on est tous des scientifiques, donc on va plutôt vous parler de l'aspect scientifique. Et là, aujourd'hui, vous allez avoir un aspect un peu plus artistique, et ils seront toujours présents pour, pareil, répondre à vos questions si vous en avez, par notre intermédiaire, évidemment. Voilà. Donc, pour conclure, toute l'année, avec votre professeur, avec un scientifique d'Aix-Marseille Université, du CNRS, vous allez pouvoir échanger sur ce que c'est que la croissance cristalline, sur ce que c'est que la cristallographie. Vous allez pouvoir échanger sur la recherche et les carrières scientifiques. Et vous allez pouvoir vous projeter, parce que l'objectif, il est quand même là, essayer de vous imaginer plus tard à la place de ce scientifique. On va pas vous donner de protocole de cristallisation, même si je vous ai déjà donné quelques petites idées.
vous devez les chercher par vous-même, chercher l'information et poser des questions. Toujours poser des questions. Activez votre curiosité. Vous allez bientôt être contacté directement par votre parrain ou votre marraine. On vient juste d'avoir les listes, donc on va maintenant s'organiser entre nous. Et d'ici un mois à peu près, vous recevrez le nom de votre parraine ou de votre marrain de votre marraine, pardon, qui vous contacteront. Et si vous n'ont pas contacté, n'hésitez pas à m'écrire un message. Je vous dirai ce qu'il en est directement. Voilà, et le jour de la clôture, eh bien, ce sera l'occasion de tous nous rencontrer, nous tous entre élèves, entre enseignants, artistes, scientifiques, et on pourra discuter et boire un coup ensemble. Voilà, je languis de ce jour-là où je pourrai enfin vous voir. J'en ai fini pour la présentation du concours, et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Evelyne, tu voulais présenter des vidéos là, c'est plus le cas? Tu sais, tu avais deux vidéos. Tu les as pas vues là? Celles que j'ai mis Vous les avez pas vues? Les vidéos là qui étaient assez longues d'ailleurs, non? C'est celles pour lesquelles on avait des liens. Celles que j'ai mises juste avant. Ah d'accord, ok, c'est bon alors. Ah non, c'est bon. Je voulais montrer des extraits en fait. Parce que là en fait tout le monde y a accès. C'est la chaîne YouTube de la CAM, donc comme ça pourra vous donner des idées de ce qu'on peut faire comme œuvre d'art. Mais après, évidemment, il faut surtout ne vous bloquez pas à ce qui a été fait l'année dernière. C'était pas du tout le même sel. Donc, les choses doivent être différentes puisque vous pourrez pas obtenir les mêmes types de cristaux de toute façon. Donc, voilà, vous pourrez regarder pour vous inspirer, mais il faudra faire autre chose nécessairement. Voilà. Alors, il faut pas hésiter à poser des questions concernant justement le concours à Evelyne. Si vous en avez, notez-les dans le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas, Evelyne. On va les laisser réfléchir 2-3 minutes et puis ensuite, on écoutera les artistes. Ok. Alors, je vois Michael qui est en train de saisir quelque chose. Alors, je sais pas si c'est une question. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ton développement était très clair. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça m'étonne pas. C'est peut-être pour ça, c'est trop clair. J'allais faire de l'humour, mais j'allais te dire, Evelyne, que c'était cristallin. Excuse-moi. Hein. Petit clin d'œil au collège Gassendi. Le rendu final ne doit pas dépasser les 500 grammes. Oui, alors, faut que vraiment que tu insistes. Voilà, vas-y. Voilà, alors en fait, le rendu final peut dépasser les 500 grammes. En fait, on n'a pas encore déterminé la quantité de sel qu'on va vous envoyer là. Mais si on vous envoie 500 grammes de sel, il faudra que vous estimiez la masse de de l'ensemble des supports que vous allez utiliser, parce que en fait, on veut pas que vous utilisiez plus de 500 grammes de sel. Voilà, c'est juste ça. Mais là, le rendu final peut faire plus que 500 grammes, bien sûr.